Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états, Maxime Liédo, Joseph Ruiz. C'est l'heure où sur Sud Radio, on vous fait vivre comme n'importe quelle autre radio les Jeux Olympiques. Bonjour Joseph. Bonjour à tous. On a encore un programme de folie durant cette petite heure passée ensemble. Ouais, exactement, on va recevoir le président de la Fédération française de volley parce qu'il y a un rendez-vous génial ce soir. C'est à 20h, l'équipe de France affronte son grand rival italien pour une place en finale tout simplement du tournoi olympique. On va parler du français parce que c'est encore la langue officielle des Jeux Olympiques. Mais finalement, quand on se balade un peu dans Paris et notamment sur les sites olympiques, eh bien le français n'est pas vraiment partout. Donc est-ce que la place du français par rapport à l'anglais est menacée comme langue officielle? On va enchaîner ensuite avec les déclarations détonnantes de Michael Phelps, véritable star et légende des Jeux Olympiques. Il a des soupçons sur certaines performances, notamment des nageurs chinois. On parle de natation et on va recevoir Thierry Vildary, journaliste d'investigation au service des sports de France Télé. Il va nous en parler. Il y a une énorme affaire qui avait été déclarée. Il y a des médaillés en ce moment qui ont été pris pour dopage. Comment et pourquoi ça a été possible? Et on terminera avec Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, parce que eh bien, les sportifs occitans brillent pendant ces Jeux Olympiques. Et ce soir, Sofiane Oumia et Bilal Benama, ce sont deux boxeurs toulousains qui sont en finale. Ils vont essayer d'aller chercher une médaille d'or. Et voilà, auditeurs, vous avez le programme. C'est une excellente raison de rester évidemment sur Sud Radio. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, tout de suite, on part rejoindre Clément Arion qui est du côté du Stade de France. C'est ça, Clément? Exactement, bonjour à vous deux. Bonjour. Et Bonjour, ce sont les Clément. épreuves d'athlétisme que vous suivez actuellement, c'est ça? Et oui, qualification en demi-finale à l'instant de Gabriel Tual au 800 mètres. Il a remporté sa série assez facilement. Et si c'était lui, le sauveur de l'athlétisme français, Gabriel Tual, champion d'Europe, nouveau recordman de France, 5e performeur mondial de l'histoire. Il est dans la forme de sa vie. C'est clairement la plus grande chance de médaille française en athlétisme. Eh bien, ça s'est bien passé à l'instant pour lui. Victoire assez facile dans sa série. Deux autres Français dans les séries du 800 mètres à suivre dans quelques instants, Benjamin Robert et Corentin Leclésio. On va suivre ça. Et puis un peu plus tôt dans la matinée, on a vécu la qualification de justesse pour Sirena Samba Mayela au 100 mètres haies. Elle a fini 3e de sa série et elle est donc la dernière femme qualifiée pour les demi-finales. Ça sera vendredi midi. Et puis on a suivi également le 5000 mètres chez les hommes. 3 Français en lice. Ça passe simplement pour Hugo Hay. Le dernier tour de piste a été un petit peu compliqué, mais il se qualifie 7e place pour lui. Ça se passe en revanche pour Gressier et pour Schrub qui ont terminé 9e et 11e. Et puis on a vu une star ce matin quand même. Il n'est pas français, il est italien. C'est la star du saut en hauteur, Gianmarco Tamberi. Alors messieurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était lui qui avait partagé sa médaille d'or aux Jeux de Tokyo avec le Qatari Moutaz Barshim. Les deux sont bien là, ils viennent de se qualifier sans trop de problèmes pour la finale donc du saut en hauteur. Voilà, une belle journée d'athlétisme aujourd'hui, on se régale toujours autant, 70 000 spectateurs au Stade de France. Eh ben on va suivre ça avec vous avec attention. Clément Arion, on le rappelle, hein, dès que vous voyez quelque chose qui se passe du côté du Stade de France, vous n'hésitez pas à nous appeler, à intervenir. Merci encore de nous faire vivre l'ambiance avec le bruit extraordinaire que vous avez derrière vous, mon cher Clément. Merci encore. On parlait des succès que nous rencontrons. Il y en a un qui risque de se produire encore ce soir puisque notre équipe de France de volley affronte ce soir son grand rival italien. C'est à 20h et accessoirement on joue pour une place en finale et les Bleus sont de grands survivants après une victoire spectaculaire face à l'Allemagne en quart de finale où l'équipe de France était menée 2-7-0 avant de l'emporter finalement 3-2, mon cher Joseph. Ouais, exactement Maxime, on va en parler avec Éric Tanguy, président de la Fédération française de volley. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Bon, quand on regarde le quart de finale de cette équipe de France, finir par nous rendre fous. Elle est vraiment particulière cette équipe, mais c'est un peu des survivants, hein, c'est ça? Disons que le quart de finale n'a pas été le match le plus facile qu'on ait eu à jouer, puisque l'équipe d'Allemagne a joué vraiment à un niveau très inhabituel par rapport à leur niveau sur lequel ils jouent normalement. Et ils ont vraiment été très physiques, très techniques. Ils ont très très bien joué et on a failli passer à la trappe. Ouais, on a failli passer à la trappe, mais on n'est pas passé à la trappe. Cette équipe, elle semble avoir un petit supplément d'âme en fait. C'est ça. En fait, la force de cette équipe, c'est son collectif. Alors le volley est un sport collectif par excellence, bien sûr, mais leur force, c'est le collectif. Ils savent dans les moments les plus désespérés trouver les ressources pour donner le meilleur d'eux-mêmes
renverser un match comme ils l'ont fait encore contre l'Allemagne, puisqu'on est mené 2-0 et on finit par les battre 3-2. Et pour notre plus grande joie. Ouais, avec une ambiance absolument incroyable. Il y a toujours quelque chose qui se crée. Ouais, vous le confirmez, vous avez pu assister à ces matchs-là. Il se passait quelque chose de particulier. Je ne sais pas si le public a pu participer à ça, mais cette équipe semblait un peu apathique sur les deux premiers sets. Et effectivement, l'Allemagne jouait extrêmement bien. Mais est-ce que c'est le public aussi qui a pu permettre aux joueurs de se libérer un peu? Alors, le public y a contribué, bien évidemment. On dit souvent que le public c'est le 7e homme, donc bien sûr une ambiance comme ça. Nos joueurs sont habitués un petit peu à jouer dans des salles où il y a une forte ambiance. Alors souvent c'est contre nous. Là pour une fois c'est avec nous, mais on a eu des matchs en France lors de la VNL à Orléans avec 9000 spectateurs aussi qui soutenaient l'équipe de France. Et donc voilà, mais c'est un élément supplémentaire et je pense que c'est aussi un élément de motivation pour nos joueurs qui ne veulent absolument pas décevoir leur public et se sont dit qu'on pouvait quand même pas s'arrêter là dans la compétition sur un 3-0 face à l'Allemagne, qui est une équipe qu'on a plus souvent battue que nous avons battu dans l'histoire du volley. Ouais, on rappelle que cette équipe-là, c'est pas n'importe qui, nos volleyeurs, ils sont champions olympiques en titre. Alors par contre, ça va être un match un petit peu particulier pour une certaine personne, c'est le sélectionneur, parce que notre sélectionneur, il est italien, il s'appelle Andrea Gianni. Ça va être particulier quand même pour lui. Bon, je pense que c'est un challenge parmi d'autres et en tout cas, Andrea Gianni est focus sur l'objectif et fera le maximum pour battre l'Italie, même si c'est une équipe dans laquelle il a joué sûr il y a quelques années. Il est très ami avec l'entraîneur italien aussi, mais en fait sur le terrain il n'y a plus d'amis, il n'y a plus que des adversaires. Ouais, effectivement. Bon, on espère qu'il va être à fond français et vu le travail qu'il fait, on n'en doute pas vraiment. Par contre, Éric Tanguy, président de la Fédération française de volley, c'est vrai que c'est assez atypique ça d'avoir un sélectionneur qui n'est pas forcément français. Dans le rugby par exemple, on avait refusé d'avoir des sélectionneurs anglais. Dans le volley, vous avez passé le pas parce qu'il y avait eu aussi un Brésilien, Bernardo Rocha, qui avait été sélectionneur. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de faire appel à des étrangers ? Oh, c'est pas un choix de vouloir absolument un étranger. Lorsque Laurent Tilly a pris un petit peu sa retraite de l'équipe de France en tant qu'entraîneur, partant sur un titre olympique, après avoir passé 9 ans à la tête de l'équipe de France, en fait on a publié un petit peu une offre d'emploi, un appel d'offres pour trouver un sélectionneur. Et en fait, on s'est attaché à prendre le meilleur, mais prendre un étranger n'était absolument pas un critère. C'était vraiment prendre le meilleur. On a une équipe, comme vous l'avez souligné, qui est atypique, qui est pas forcément la plus facile à entraîner, qui en plus est champion olympique, donc on a affaire à des stars un petit peu. Aujourd'hui, le choix de l'entraîneur était difficile et d'abord Bernardo Rezende cochait toutes les cases et avait le respect de l'ensemble des joueurs. Puis quand il a dû s'arrêter pour raisons personnelles, Andrea Gianni remplissait ses conditions. Donc c'est un petit peu le hasard. Il n'y a pas de volonté de la fédération de prendre des étrangers absolument. Ouais, mais c'est accepté en tout cas et ça marche bien. Donc c'est le plus important. Alors en 3 ans, le budget de la Fédé de volley, où vous êtes depuis 2015, je crois, si je dis pas de bêtises, il est passé de 8 à environ 14 millions d'euros. Les sponsors s'intéressent de plus en plus au volley. On sait que les droits TV, ils se vendent plutôt bien. Si vous voulez regarder le volley, vous regardez beIN Sport. Et vous avez de plus en plus de licenciés. Pourtant, quand on en parle autour de nous, on parle beaucoup du hand en France, du rugby, du basket, alors qu'on est champion olympique, que le volley se porte hyper bien. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu invisibilisé ou qu'est-ce qu'il faut faire encore pour que le volley véritablement retrouve une place comme elle pouvait l'avoir il y a 20 ans, où on parlait de volley comme on parle finalement des autres sports? Je pense qu'on est sur la voie d'avoir cette notoriété-là. Alors, d'abord, le volleyball, la fédération est plus petite que les deux autres, nos cousins du handball et du basket, puisque on est aujourd'hui une fédération de 220 000 licenciés, donc on est un petit peu en dessous des chiffres du hand et du basket. Ensuite, le handball a cultivé les résultats depuis 20 ans. Depuis l'époque des Barjots, ils ont sans cesse eu des résultats qui ont amené le public. Le volleyball, c'est un peu plus récent. On a commencé à avoir les premiers titres en 2015. Bon, ça fera bientôt 10 ans, avec la Ligue mondiale gagnée en 2015, en étant champion d'Europe. Et c'est vrai qu'avant, le volley n'avait jamais gagné de médaille avant celle de 2015. Ouais, donc ça doit venir de loin et on imagine en tout cas que le volley, qui est un sport quand même hyper spectaculaire, c'est génial le volley à regarder. Et le chemin que le hand a mis 20 ans à faire, peut-être que le volley mettra aussi 20 ans, mais aujourd'hui, on peut quand même constater une très nette progression du volleyball, le nombre de licenciés. Vous avez combien de licenciés ?
222 000. 222 000. Voilà, et c'est en constante augmentation. Voilà, moi, je suis arrivé à la tête de la fédération. Une augmentation depuis le début des JO. Alors là, c'est difficile parce qu'on est en renouvellement de licence, donc on est vraiment au creux de l'intersaison. Donc, mais en tout cas, je peux vous dire qu'après les Jeux de Tokyo et la médaille olympique, plus le manga à la télévision et tous les éléments tous les dispositifs que nos clubs mettent pour accueillir de nouveaux licenciés, on a pris 70 000 licenciés. Ah oui, quand même. Bon, si ça continue à aussi bien marcher, Eric Tanguy, vous aviez dit que vous resteriez à la tête de la Fédé s'il n'y avait pas d'échec aux Jeux Olympiques. Pour le moment, on ne se dirige pas vers un échec. Vous allez devoir rester. Oui, je serai candidat à ma réélection pour un dernier mandat, puisque après je serai atteint par le nombre maximum de mandats. Mais oui, je serai candidat à ma réélection. De toute façon, demi-finale des Jeux Olympiques, c'est pas un échec. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé d'une chose aujourd'hui, c'est que nos joueurs vont absolument vouloir continuer et aller gagner le titre suprême lors de ces Jeux Olympiques devant leur public. Il faut savoir qu'à Tokyo, lorsque cette équipe a gagné la médaille d'or, c'était des conditions particulières. C'était une salle de 15 000 personnes vide, parce qu'il y avait à tout casser 50 personnes dans la salle, en comptant les NTO. Donc vraiment, ils ont été un petit peu frustrés de ne pas vivre cet engouement populaire, parce que vous le voyez depuis la France à l'époque à la télévision, on voyait bien dans les fan zones les gens qui suivaient les matchs de volley, mais eux qui étaient dans leur bulle à Tokyo ne le voyaient pas, les joueurs. Donc ils l'ont pas vécu, ils en ont pris conscience lorsqu'on est arrivé à Paris, qu'on est allé au Trocadéro défiler avec la médaille d'or. Donc là, ils veulent pas rater le moment de le vivre dans son pays, ce qui est unique. Donc, on sera devant notre télé, effectivement. Voilà, soyez assurés qu'ils vont faire le maximum pour satisfaire le public français et pour porter haut les couleurs de notre pays. C'est à 20h, voilà, France-Italie en volée, et évidemment qu'on va suivre cette équipe de France, Maxime. Et 7h... Merci beaucoup, Eric Tanguy. Merci beaucoup. Merci à vous. 7h dédiée aux Jeux Olympiques se poursuit juste après ça, avant qu'on retrouve évidemment le camarade Quentin Gérard pour sa chronique. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Et jusqu'à 13h, on ne vous lâche pas avec le camarade Joseph pour vous faire vivre au mieux ce qui se passe actuellement pendant ces JO qui se déroulent, comme vous le savez, à Paris. Mais pour l'heure, c'est la chronique de Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Il y aura un pont entre les Jeux Olympiques et Notre-Dame de Paris. La cloche qui retentit au Stade de France dès qu'un champion l'actionne rejoindra la cathédrale une fois les Paralympiques passés. Oui, vous l'avez sûrement déjà entendu, cette cloche. Placé au bord du terrain dans une sorte de cage violette, c'est devenu un rituel des épreuves au Stade de France. Lancé par l'équipe de rugby à 7, Antoine Dupont et ses coéquipiers la faisaient sonner après chaque victoire sous les acclamations des spectateurs. Depuis, de nombreux médaillés d'or ont perpétué ce qui est maintenant une tradition, à l'image de Noah Lyles après son titre en 100 mètres masculin ou Armand Duplantis après son record du monde à la perche. Et cette cloche, elle a été conçue dans une petite ville de Normandie, Quentin. Oui, dans la fonderie de Villedieu, les Poêles Rouffigny, c'est dans la Manche. Et juste après les Jeux Paralympiques début septembre, elle rejoindra l'une des tours de la cathédrale de Paris. Un beau symbole pour Christian croisé devant le monument. Le fait qu'elle soit à Notre-Dame, c'est très bien. Ça prouve aussi l'emblème de la France, le savoir-faire de nos artisans quand même qui ont fait cette cloche. On peut être fiers. Hugues sort du Stade de France où il l'a aperçu et se réjouit de cette nouvelle, surtout après l'incendie, comme vous le savez, de 2019. On l'avait déjà vu auparavant à la télé, et puis on l'a vu en vrai. Effectivement, c'est une très très bonne idée de la mettre en valeur, et puis ensuite de reprendre le symbole de la renaissance peut-être de Notre-Dame. Parce que malheureusement, il y a quelques années, elle a pris feu, et c'est bien de faire le lien avec l'événementiel des Jeux et cette magnifique cathédrale. De son côté, l'organisation des JO s'enthousiasme. Le son de la victoire olympique sera entendu dans la ville pour les décennies à venir. Une partie des Jeux et de l'esprit olympien se restera à vie à Notre-Dame. Et d'ici là, on pourra encore l'entendre dès ce soir après la finale en femmes des sauts de la perche. Oui, parce que chaque champion olympique peut aller sonner avec un grand sourire cette cloche qui donc retrouvera Notre-Dame. Donc une partie du patrimoine français qui va être héritée de ces Jeux olympiques. Oui, eh bien, une partie du patrimoine français, en revanche, était un peu menacée. Pourquoi ? On va en parler tout de suite avec Armand de Randinger. Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes consultant international, vous êtes spécialiste des Jeux Olympiques et vous avez écrit le Paris Olympique 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever. Vous avez fait un abécédaire où à la lettre F, un des défis à relever, c'était le français. Pourquoi le français ? Et parce que on se demande un peu si le français est toujours vraiment la langue officielle des Jeux Olympiques. Déjà, Armand de Randager, vous nous rassurez, c'est toujours la langue officielle. Ah bah oui, c'est la langue officielle et beaucoup de monde se bat pour qu'elle le reste toujours. Malheureusement, c'est beaucoup plus des étrangers qui se battent pour qu'elle reste que nous, propres Français. On n'est pas, j'allais dire, les meilleurs en la matière. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est les étrangers ou les membres de la francophonie, en gros, c'est ça que vous voulez dire, c'est qui parlent français, mais pas les Français ? C'est les membres de la francophonie, bien sûr, et bien au-delà. C'est pas les Français parce que ces membres de la francophonie, de même que les étrangers, considèrent qu'on massacre nous-mêmes notre propre langue. Il faut savoir que tous ces pays, et que c'est pas uniquement des pays coloniaux de l'époque où le français était la langue la plus importante dans ces pays qui dépendaient de nous. Non. Aujourd'hui, notre langue française, elle est considérée comme massacrée par nous, et j'en fais partie sans doute, 10% d'illettrés en France, 50%, le sondage que l'on fait montre clairement que le français est mal parlé et mal écrit en France. Ceci est lié, je crois, d'une part à un problème au niveau de l'école, bon, ça c'est un problème beaucoup plus vaste politique, mais au niveau de l'olympisme, il est clair qu'il y existe des gens qui se battent à l'étranger pour que le français reste toujours ce qu'elle est, la langue officielle des Jeux Olympiques. L'anglais est la seconde langue. Et lorsqu'il y a un conflit d'interprétation juridique sur des termes importants, c'est le français qui prédomine. Alors, et pourvu que ça dure. Oui, effectivement, pourvu que ça dure, Armand de Randager, mais en fait, on voit bien que c'est la langue officielle, mais certains d'entre nous sont allés sur les sites olympiques, on s'est baladé autour de ces sites-là, et en fait, quasiment tout est en anglais. Bah oui, tout est en anglais, parce que nous ne faisons pas l'effort pour défendre notre patrimoine culturel qui est la langue française. Ça a commencé, je dirais, très tôt. Regardez la polémique qui s'est instaurée au moment de la préparation de cette organisation des Jeux Olympiques, lorsqu'on a inventé ce slogan parfait, qui est universel, du Made for Sharing. Made for Sharing. Les Jeux Olympiques, c'est l'amour des Jeux, c'est ça que veut montrer la France. Là, pas du tout. On a défini un slogan qui a fait polémique, mais qui malheureusement a fait plus polémique à l'étranger qu'il n'a fait polémique en France. Parce qu'en France, on a l'impression de s'en foutre un peu de notre langue, alors que c'est véritablement le patrimoine culturel olympique, et il faut le reconnaître comme tel. Il y a un autre problème qui se pose, en clair, c'est qu'effectivement, la langue française, pendant des années, était la langue majoritaire parlée au sein des membres du CIO. Or, le nombre de membres du CIO, je me souviens, quand j'ai commencé à plonger dans l'olympisme en 1980, plus de 60% des membres du CIO, sur la centaine qui existait, parlaient un français et un français impeccable. Maintenant, on a fait un récent sondage, ils ne sont plus que 17 à 18% à parler un français couramment au niveau du CIO. 50% en moins, c'est terrifiant. Comment vous expliquez ce changement brutal ? Ce changement brutal vient du fait, d'une part, c'est lié à l'olympisme. L'olympisme est universel. Au début, il n'y avait que la langue française et la langue anglaise, qui étaient reconnues comme telles par Pierre de Coubertin. Mais depuis, le CIO, vu son éclectisme et son universalisme, a considéré que des langues comme le russe, le chinois, l'arabe, l'hindi, l'espagnol devaient devenir non pas des langues officielles, mais des langues parlées et reconnues comme telles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pour des raisons évidentes et économiques, quand on regarde tous les sponsors qui sont derrière les Jeux Olympiques, l'essentiel n'est représenté que par des sponsors qui ne sont pas d'origine française d'une part, et qui plus est d'origine européenne. Le seul sponsor européen véritable qui existe, c'est Atos. Il est français, mais on ne parle qu'anglais dans le cadre de ce sponsoring. Et ça, c'est un problème majeur. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas nécessairement les décisions, les choix du CIO qui sont à remettre en cause. C'est vraiment très global. C'est qu'en fait, la francophonie et le français se font petit à petit grignoter, et que les Jeux Olympiques sont une forme de symbole de l'héritage du français qui était qui était très important, et aujourd'hui qui l'est finalement de moins en moins et de moins en moins présent. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est l'évolution telle qu'elle, mais il appartient, je dis, à la France
puisque ça fait partie des valeurs olympiques, en quelque sorte, la langue française, la culture française, sans avoir la prétention d'être les Français qui expriment tout, qui dominent tout, qui ont leur propre message et ainsi de suite. Non, il y a une contribution intellectuelle à apporter de la part des Français pour que le français se maintienne au niveau des Jeux Olympiques. Or, aujourd'hui, des pays, je prends certains pays africains, ou même des pays asiatiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer, sont fiers de parler français et tout ce qu'ils font. Et ils regrettent que la France est très timorée en la matière et ne défend pas. Voilà, c'est une vision quand même un peu pessimiste, hein, mais c'est factuel et c'est enfin pessimiste d'ailleurs. Non, c'est pas forcément pessimiste. C'est la dure réalité. C'est la dure réalité que vous êtes en train de décrire. Et merci. C'est la dure réalité, mais c'est la dure réalité. Je vois qu'il y a des symboles qui restent très importants. Vous avez parlé juste avant que nous nous entretenions de la fameuse cloche qui se trouve au Stade de France, qui se retrouvera à Notre-Dame. Voilà un symbole qui marque fort, un attachement à quelque chose qui appartient à la France. Eh bien, reconsidérons aujourd'hui que les Jeux Olympiques, s'ils existent, ils existent bien sûr par les athlètes, bien sûr par tout l'argent qui circule, mais circule aussi par toute une série de contributions intellectuelles, culturelles, et le français en fait partie. C'est indispensable. Les membres du CIO qui parlent français sont particulièrement fiers, les 17-18% qui parlent un français impeccable, mieux que vous et moi réunis, ils en sont fiers. Eh bien, battons-nous pour cela. Merci beaucoup. Le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup de merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir écouté. Vrai, comme on dit à Sud Radio. Et à votre disposition. Merci beaucoup. Armand Drédinger, consultant international, spécialiste des Jeux Olympiques et auteur du Paris Olympique de 2024, Chance ou malédiction, 24 défis à relever. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Avec le camarade Joseph, mais tout de suite on part du côté de Jules Boscherini. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Avec les 3 infos JO du jour. Et les Jeux Olympiques de Paris, Jules, qui sont une réussite dans tous les secteurs, en tout cas dans la plupart, et les athlètes n'arrêtent pas de parler de ces Olympiades en bien. Alors tous, non, parce qu'il y a cette athlète américaine qui est plutôt surprise dans sa propre discipline. Ah oui, tout à fait, Joseph. C'est Simone Biles qui n'en finit plus de faire parler d'elle. Oui, pas n'importe qui, mais après les polémiques autour du pain au chocolat, de la cantine du village olympique, l'américaine la plus médaillée de ces Jeux olympiques est revenue sur l'ambiance malaisante qui planait lors de la finale de la poutre lundi dernier à Bercy. La finale à la poutre est toujours la plus stressante, mais d'habitude on a de la musique ou un bruit de fond, et honnêtement, on fait mieux dans des environnements bruyants car cela ressemble davantage à un entraînement, a-t-elle déclaré à l'issue de la compétition. Ouais, c'est plutôt étonnant parce qu'habituellement dans les salles de gym, il y a justement beaucoup d'ambiance. Ouais, c'est bien là tout le problème, pas d'ambiance en gymnastique, ça ne passe pas pour l'américaine qui souligne. On pouvait entendre les sonneries de téléphone, le bruit des appareils photo, peu importe ce que c'était, puis les gens ont commencé à applaudir et à faire plus de bruit, donc d'autres leur ont dit qu'ils devaient se taire parce qu'ils faisaient trop de bruit. C'était vraiment bizarre et gênant. Aucun d'entre nous n'a aimé ça. Faut dire que sans musique, on a un peu l'impression d'être dans un autre sport. Et puis il y a cet athlète cubain qui est définitivement entré dans la légende hier en décrochant l'or dans sa propre discipline. Il est devenu le champion des champions, véritable légende de la lutte gréco-romaine. Le Cubain Mirain Lopez s'est adjugé une 5e médaille d'or consécutive en s'imposant en finale de la catégorie des super lourds, les plus de 130 kilos. Sacré Golgoth d'ailleurs. Contre le Chilien Yasmani Acosta. Écoutez l'ovation et l'ambiance indescriptible à la fin de son combat avec les commentaires de France Télévisions. Dans 10 secondes, Mirain Lopez titre olympique, sera le seul à avoir 5 médailles d'or, 5 titres olympiques. Mirain Lopez est sur le toit de l'Olympe. Il est le seul, l'unique, le plus grand lutteur de tous les temps. Alors rendez-vous compte, il va avoir 42 ans dans quelques jours. Le 20 août, il a déjà remporté l'or à Pékin, à Londres, à Rio, Tokyo et donc maintenant à Paris. Et cette performance, elle est encore plus majuscule puisqu'il devient l'unique sportif à être sacré 5 fois consécutivement dans la même discipline aux Jeux Olympiques. Ouais, effectivement, c'est assez incroyable. Il n'y a pas que les Français aux Jeux Olympiques, il y a aussi des athlètes incroyables. C'est impressionnant. Et il sera aussi de la partie du côté de Los Angeles dans 4 ans. Il va continuer ? Eh bien non, pas de 6e médaille de prévu, c'était son dernier combat. Retraite. Voilà, retraite. Et comme le veut la coutume, il a enlevé ses chaussures et les a déposées au centre du tatami. Le geste officialise donc sa retraite sportive. Ouais. Et on termine avec le programme du jour. Quelles sont les épreuves à suivre, Jules ? Il y a du sport collectif avec 2 France-Allemagne de prévu aujourd'hui, en handball chez les hommes à 13h30 et en basket chez les femmes à 18h. Sans oublier les volleyeurs, champions olympiques en titre, ils affrontent l'Italie en demi-finale et pourraient assurer une nouvelle médaille à la France s'ils se qualifient pour la finale. Belle soirée en perspective aussi avec quelques finales en athlétisme, à la perche chez les femmes. Pour les hommes, c'est en lancer du disque à 20h25, 400 mètres à 21h20 et en 3000 mètres steeple à 21h43.
Bon, voilà, j'espère que vous avez tout bien noté. Il y a aussi des chances de médailles pour nos tricolores. Oui, 2 médailles sont déjà assurées. Celle de Djamili Dini Aboudou-Moindre en boxe, qui dispute sa demi-finale des plus de 92 kilos à 22h22, pardon. S'il échoue aux portes de la finale, le poids lourd français récupérera le bronze, car les 2 demi-finalistes sont médaillés dans cette discipline. Et puis celle de Sofiane Oumia à 21h34 en finale des moins de 63,5 kilos. En cas de victoire, cela serait la 14e médaille d'or pour la délégation française. Et voilà, il y en a un autre dont on va parler, Bilal Benama aussi, des Toulousains, et on va continuer à en parler. On reçoit en studio Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en charge des sports, on le rappelle, pour la région Occitanie. Et on va évoquer l'Occitanie. Pourquoi ? Parce que il y a nombre de sportifs occitans qui sont présents sur les Jeux Olympiques, et on va les présenter avec vous, Quentin Gérard. Il y en avait nombreux, une centaine, à s'être qualifiés pour participer aux différentes épreuves. Oui, avec notamment plusieurs stars de ces Jeux. Le Toulousain Léon Marchand, qui n'a pas ramené moins de 4 médailles d'or. Né à Toulouse, il a fait ses classes au club des Dauphins du TOEC. On n'oublie pas notre Toulousain Antoine Dupont, qui évolue au club de rugby à 15 local depuis 2010. On va pas l'oublier. Depuis 2017, ben non, forcément. Surtout lui. Ville où il avait déjà intégré le pôle espoir quelques années plus tôt, et a remporté l'or avec l'équipe de France A7. Puis on peut aussi citer une autre star, le jeune Félix Lebrun, né à Montpellier en 2006, qui a ramené le bronze en tennis de table. Effectivement, ils sont tous bien présents. Et il y a une autre médaille qui pourrait être remportée ce soir par un Occitan dès aujourd'hui, Quentin. Oui, c'est en boxe aux alentours de 22h30 avec Sofiane Oumia, vous en parliez juste à l'instant, qui va affronter le Cubain Esrilandi Alvarez Borges en moins de 63,5 kilos, né à Toulouse en 1994, ville où il devient un médiateur jeunesse fin des années 2010. On va aussi suivre le volley ce soir avec le Montpelliérain Nicolas Le Goff en demi-finale contre l'Italie. Puis la médaille, ce n'est pas pour tout de suite pour les hommes au handball. Ils jouent en quart de finale dans moins d'une heure à 13h30 contre l'Allemagne. Mais on espère que les champions en titre iront jusqu'au bout avec 4 joueurs de Montpellier: Rémi Desbonnets, Karl Conan, Yanis Len et Valentin Porte. Et il y a d'autres Occitans à suivre dans les prochains jours, Quentin. Oui, en athlétisme avec Hilary Pacha, la licenciée au Grand Toulouse Athlétisme, sera en finale de saut en longueur demain à 20h. Toujours demain, c'est Bilal Benama qui va tenter d'aller chercher l'or. Inscrit au club de boxe de Blagnac en Haute-Garonne, il va affronter l'Ouzbek Dumastov en moins de 51 kilos. Et en foot, les Bleuets sont en finale contre l'Espagne vendredi avec 2 Occitans pour le coup. Le gardien de but natif de Toulouse, Guillaume Rest, aussi titulaire au TFC, et Joris Chotard qui évolue à Montpellier depuis plus de 10 ans. Bon, Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie. Elle serait pas mal au classement des médailles, l'Occitanie, finalement. Mais je crois que si on le classait au niveau des États, on s'est amusé à le faire. Peut-être vous l'avez vu, on serait. Ouais, alors je l'ai vu il y a 7 jours, mais je ne sais pas ce que ça donne en étant mis à jour. On va dépasser la France, en fait, c'est incroyable. On écrase tout. Non, c'est incroyable. D'ailleurs, on oublie les basketteuses, parce qu'on a les filles aussi, au basket féminin, puisque nous avons 3 joueuses, 2 de Tarbes et une de Montpellier, Belema. Non, c'est extraordinaire, c'est inimaginable, parce qu'aujourd'hui, moi, certains m'avaient moqué, j'avais dit, il y a un mois, qu'on allait chercher 15 médailles. C'était quand même une grosse ambition. Et finalement, aujourd'hui, on est quasi assuré d'avoir 17 médailles, puisque vous l'avez dit, Sofiane ce soir, Bilal demain. Et puis, bien sûr, on a encore d'autres choses médailles, puisqu'on a le foot qualifié notamment pour la finale. Donc, c'est un cru extraordinaire, avec forcément le côté un peu stratosphérique de Léon Marchand, qui écrase tout, et Léon Dupont. Léon Dupont. Léon Dupont, Antoine Marchand. Fabuleux. Je les ai calés les deux. Ils vont être contents, puisqu'ils sont copains. C'est vrai, ils sont copains? Oui, ils sont copains, mais bien sûr, ils se connaissent, bien sûr. Ils s'apprécient beaucoup. Et puis forcément, quand on voit la réussite des deux, c'est extraordinaire pour nous, pour la France, pour le monde, ça nous fait briller. Et puis forcément notre région. Hier, on a essayé de célébrer comme on pouvait cet événement, parce qu'on s'est dit on peut pas passer à côté d'une célébration des enfants des 13 départements. Ouais, alors il y a Rachida Dati par contre qui a dit qu'il fallait remercier le président de la République pour toutes ces médailles. Oui. Est-ce qu'il faut pas aussi remercier un peu les régions? Je l'ai dit il y a pas longtemps, beaucoup de journalistes me posaient la question sur l'Occitanie. Il y a un côté un peu fou là de ces médailles pour notre région. Je pense qu'on doit beaucoup d'abord aux athlètes et aux bénévoles qui les entourent. Franchement, il faut revenir à des choses très pragmatiques. On a la chance d'avoir des hommes et des femmes engagés sur les territoires dans des clubs qui parfois souffrent. Et d'ailleurs, on verra parfois le décor un peu différent de ce qu'on voit, parce que là, c'est un décor très magnifique, très magnifié par les résultats. Et puis, il y a des fois des situations compliquées. On parlait tout à l'heure ce soir de Sofiane Oumia. Vous avez raconté un peu rapidement son parcours. Ça a été un garçon qui n'a pas eu que des moments faciles. C'est-à-dire financièrement, c'est très dur. Il faut voyager, il faut avoir des moyens. Vous n'êtes pas dans d'autres disciplines, vous avez des partenaires qui tombent tous les 2 jours.
Donc il y a des disciplines qui sont parfois des disciplines un peu pauvres. Ça a été dit dans vos antennes d'ailleurs. On parlait du niveau des moyennes de certains sportifs qui brillent, mais ils brillent que pendant les Jeux. Mais alors, et après les Jeux, c'est très compliqué. Donc nous on le sait parce qu'on les accompagne. Et quand il y a besoin de les accompagner, on est là pour les soutenir. Et c'est bien d'avoir cet éclairage-là. Je pense à la boxe entre autres, parce qu'on a 2 jeunes aujourd'hui, Sofiane et Bilal. Je pense qu'il faut mettre un gros coup de projecteur sur ces jeunes. J'espère qu'ils vont chercher l'or parce qu'ils vont avoir un coup de projecteur qui méritera de valoriser leur discipline, et tous ces gamins dans beaucoup de quartiers d'ailleurs qui travaillent pour essayer de faire de ce sport leur passion, en tout cas parfois leur métier. Vous parlez du niveau de vie de certains grands sportifs qui ont même parfois justement et qui arrivent jusqu'à aller décrocher la médaille. Est-ce que vous rejoignez par exemple David Douillet qui s'est indigné que les primes qui sont versées aux athlètes une fois qu'ils étaient médaillés étaient en plus imposées? Oui, alors je crois qu'il s'est indigné, mais je crois que c'est lui qui l'a mis en place. C'est le paradoxe. C'est indigné. Je pense qu'au-delà de ça, moi, ce qui m'indigne, c'est surtout le fait que les athlètes ont du mal à vivre tout court, quoi. Donc c'est ça le vrai sujet. La question de l'imposition ou pas, oui, sûrement qu'il faut le regarder. Mais le vrai sujet qu'on a, c'est comment on fait en sorte que des hommes et des femmes des jeunes qui œuvrent pendant plus de 20 ans pour essayer de décrocher des médailles et faire un parcours extraordinaire pour son pays, comment ils arrivent à pouvoir vivre dignement. Ça, c'est le vrai sujet. Mais vous rejoignez aussi Florent Manedou, on l'a entendu à plusieurs reprises, qui nous explique, malgré le nombre de médailles qui augmente, malgré des images magnifiques, malgré des sportifs qu'on adore soutenir et qui gagnent, que nous, ici en France, nous ne sommes pas une grande nation de sport. Je suis pas trop d'accord sur cette notion de pas une grosse nation, parce que je considère d'abord les résultats le prouvent. Peut-être qu'on se compare aux États-Unis, peut-être qu'on se compare à la Chine. Je vous rappelle qu'on a 70 millions d'habitants, il faut quand même rester raisonnable. Vous parlez tout à l'heure des frères Lebrun. Je vous rappelle qu'il y a 70 millions de licenciés tennisistes en Chine, il y en a 220 000 en France. Faut quand même. Nous, on veut briller partout, et dès qu'on a un écueil quelque part, on dit c'est catastrophique telle fédération. Excusez-moi, il y a trop d'autoflagellation. On fait trop les cocoricots, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va faire les 3 premières nations du monde. Il faut rester modeste. Si on fait 4, 5 ou 6 ou 7, il faut relativiser. C'est sûr que sur la partie sport, le vrai sujet qu'il y a, c'est qu'on met pas assez d'argent dans le sport, c'est une vérité. Et que la partie, et je crois que Claude le disait, qui est un copain, Claude Onesta, la question du sport à l'école est un sujet. Après, il faut arrêter. Une année, une Olympiade, ça va être très bon, une autre moins bonne. Il y a la performance qui a été menée. Je crois qu'il y a un vrai travail qui a été fait, qui a porté ses fruits aujourd'hui. Mais je lui dis juste qu'il faut rendre à la victoire, je le dis, à tous ces clubs et ces bénévoles qui agissent tous les jours. Parce que ceux-là, c'est eux qui sont dans les territoires et qui ont vraiment des champions comme là aujourd'hui. Alors Florent Manedou, il a notamment peur de la pérennisation de ce qui a été mis en place depuis plusieurs années. Vous avez mis en place un plan qui s'appelle Occitanie Ambition 2024, et vous avez renforcé les aides aux athlètes, encouragé la formation de certains métiers du sport, intensifié les aides à l'investissement, et depuis 2016, la région, pour être clair, c'est 130 millions d'euros à rénover plusieurs équipements sportifs à Carcassonne, à Millau, à Beaucaire, à Auch, à Agde et à Sérignan. Est-ce que vous êtes sûr que tous ces budgets vont être pérennisés dans le temps? Moi, dans la collectivité qui est la mienne, si les électeurs nous font confiance, on continuera. C'est un investissement colossal, mais il est aujourd'hui, on voit le résultat. Je prends un exemple très concret. Anthony Jean-Jean, c'est un jeune de BMX, champion, donc médaille de bronze. Il est originaire de Sérignan. Le pôle France est à Montpellier, à peu près 50 minutes. Lui, il est originaire de Sérignan, il est attaché à son territoire. Il nous a dit, si vous voulez que je réussisse, aidez-moi à construire l'écosystème sur Sérignan. Claude Onesta m'a écouté, on s'est tous parlé, on a dit on va faire confiance à la tête. On l'a accompagné, on a créé une infrastructure de folie pour lui, pour Laurie Pérez qui a fini 9e. Il y a des centaines de gamins qui sont licenciés. Le résultat, vous l'avez. Il faut de l'investissement, c'est inévitable. Ça, c'est clair, et je crois qu'il faut clairement que tout le monde y mette du sien pour avoir des infrastructures qui sont au top niveau. Puis derrière, il y a les clubs qu'il faut accompagner. Nous, on a fait les trois systèmes. On a à peu près mis la tête de haut niveau, qu'il faut accompagner, avec des enveloppes différentes en fonction de votre niveau. Après, il y a leur club qui les accompagne. Il faut les aider sur l'investissement, sur le petit matériel. Et puis, il y a les infrastructures. Si vous voulez faire en sorte qu'ils performent, il faut qu'ils aient les mêmes niveaux d'infrastructure que ce qui existe dans le monde. Nous, aujourd'hui, c'est 3 Krebs. 2 Krebs à Montpellier-Foromeux, centre régional de performance, et le fameux centre national d'altitude que vous connaissez à Foromeux, qui aujourd'hui, c'est 260 médailles olympiques qui sont passées par Foromeux. Et là, on a engagé quasiment 50 millions d'euros d'investissement. Il n'y a pas de secret. Il faut arrêter de se raconter l'histoire. Si vous ne mettez pas des moyens sur les infrastructures,
vous n'arriverez pas à rivaliser avec les autres nations. À tel point que d'autres nations du monde aujourd'hui, je prends l'exemple très concret de l'équipe d'Australie de natation, qui est quand même une des plus grosses nations mondiales de natation. Mais je crois que c'est plus de 20 médailles. 20 médailles, et excusez-moi, l'équipe elle s'est préparée à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Exactement, dans la piscine qui est extérieure. Exactement, donc il y a des athlètes très connus, donc il n'y a pas de secret. Et je pense que s'ils sont venus là, croyez-moi, c'est pas pour rien. Et Florent Manodou s'était déjà entraîné du côté de Canet-en-Roussillon. Par contre, hier, vous avez du coup reçu pas mal de sportifs pour les célébrer un petit peu. Vous avez notamment reçu Kevin Mayer. Alors là, c'est un peu une des déceptions, parce que lui aussi, il est occitan. Qu'est-ce qu'il vous a un peu dit? Dans quel état d'esprit il est? D'abord, j'étais étonné qu'il vienne, parce que je me suis dit que quand on a vécu ce qu'il a vécu, on peut se dire, on a envie de se cacher, d'être tranquille. Et en fait, il a répondu favorablement à l'invitation. Il a dit, je vais venir. Et je pense que c'est aussi une manière pour lui de sortir par le haut de cette histoire, parce que ce qu'on oublie, c'est que dans le sport, il y a aussi des pépins qui arrivent de santé, physiquement, le foie, le corps lâche. C'est son cas. Je crois qu'il est surtout lui déçu de son incapacité à répondre à ces Jeux Olympiques qu'il rêvait. Donc aujourd'hui, il va continuer. Nous, on est fiers de lui parce qu'on lui a rendu hommage. C'est quand même le recordman mondial du décathlon, donc je pense qu'il faut quand même pas oublier ce qu'il a fait pour le sport et pour le décathlon. Ce qu'il vit est terrible, très clairement. Ce qu'il vit, son histoire est très dure. Mais il est venu, je lui ai donné la parole, je voulais qu'il parle, il a voulu parler et il a dit des choses très fortes et je crois que c'est une manière aussi de l'aider à revenir aussi sur la scène et pourquoi pas aller chercher quelque chose à Los Angeles, je le souhaite en tout cas. On va l'espérer aussi pour lui. Kamel Chibli, on rappelle, vous êtes vice-président de la région Occitanie. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui vous ont particulièrement touché pendant ces Olympiades de sportifs occitans? Ouais, les frères Lebrun. Franchement, moi je vous dis, c'est une histoire folle. Ils sont touchants parce que, en fait, l'histoire, il n'y a pas qu'une histoire d'accompagnement. C'est une histoire familiale extraordinaire. Comme je sais que vous avez été habitué à parler cash dans cette radio, je vais vous le dire cash, il y a les politiques qui se battent tous pour faire des selfies parce que c'est le seul moment où les politiques sont contents et récupèrent, c'est quand ils font tous des selfies avec les sportifs. Parce que c'est vrai qu'on a eu Michael Delafosse, le maire de Montpellier, là-dessus. Et effectivement, il était très fier de. Non, mais c'est normal qu'on soit fier. C'est bien de parler du président de la République et d'autres. Ce qui est certain aujourd'hui, quand je rencontre ces jeunes tennis de table, il avait 11 ans, Félix. Il avait 11 ans. Moi, je suis élu en 2015-2016. Il y avait un club féminin à Nîmes qui était très bon et le club masculin à Montpellier. Et l'idée, pourtant, Nîmes-Montpellier, c'est un peu Marseille et Paris en termes sportifs. C'est la dualité. Un gros duel. Et bien, vous voyez, on a réussi à accompagner les deux clubs pour qu'ils créent une unité, filles-garçons. Et grâce à ce travail-là qui a été fait avec les deux présidents des clubs, eh ben on a réussi à créer des pépites comme cela. Il y a un accompagnement, il y a des filles qui commencent à monter. Et leur histoire est fabuleuse et leurs parents sont très très touchants. Et ces deux garçons adorables qui sont aussi sur la planète Mars. Parce que franchement, ce qu'ils font dans la planète mondiale du tennis de table, quand je vous rappelle une chose, 70 millions de licenciés en Chine. D'accord, c'est le nombre d'habitants de la France et 225 000 licenciés en France. C'est vous dire que c'est une belle fierté pour nous. Bon, il y a une autre fierté du côté de l'Occitanie, mais il y a un sport qui n'est pas olympique et je m'en suis étonné un petit peu. Je me suis dit, tiens, est-ce que l'Occitanie ne va pas réussier à faire un lobbying pour la pétanque? Parce qu'au final, c'est un sport où on est exceptionnel. C'est un sport national en Occitanie. Et pourquoi c'est pas encore olympique? On va se battre. Vous savez que le BMX... Vous aimeriez? Bien sûr que j'aimerais. Bien sûr que j'aimerais. D'abord, ça touche des millions de personnes. C'est une discipline qui est connue, reconnue. 5e sport le plus pratiqué en Occitanie. Et bien sûr, c'est énorme. Et puis même en France, c'est énorme. C'est une discipline fabuleuse. C'est des gens de très très bon niveau. Donc même d'ailleurs, j'ai vu que même Antoine Dupont faisait des super parties. Donc il pourrait. Le problème d'Antoine Dupont, c'est qu'il est bon partout. Ouais, mais c'est pour ça il pourrait faire les JO. Non, mais je pense que vous savez, il y a 10 ans, personne misait un copec sur le fait que le BMX freestyle et le breakdance puissent être au jeu. Il y a un travail de fait, notamment avec le FIS à Montpellier, qui est le festival de sport extrême énorme, qui ont fait un travail de lobby énorme et on a réussi à avoir le BMX. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est la bonne fin. Pourquoi pas? Tout est possible. Voilà. Merci beaucoup Kamel Chibli d'avoir été avec nous, vice-président de la région Occitanie. Et on va les suivre, et notamment ce soir avec Sofiane Oumia en poids léger. Et on va être tous devant la télé parce qu'il peut aller décrocher l'or pour l'Occitanie et pour la France. Et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio parce qu'on va recevoir Thierry Vildary, journaliste d'investigation au service des sports de France Télévisions, parce qu'il y a une petite affaire de dopage qu'on va devoir tirer au clair. À tout de suite. Sud
Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états, Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Et on continue de vous accompagner pour vous faire vivre au mieux ces JO avec Joseph Ruiz en ma compagnie, et on va aller sur ce dernier sujet qui n'est pas des moindres, parce qu'il y a une sortie qui a été remarquée et qui a particulièrement été scrutée, c'est celle de Michael Phelps sur le dopage. L'Américain aux 23 médailles olympiques a des soupçons sur certains athlètes contre lesquels il a concouru et il pense qu'il se dopait, Joseph. Ouais, effectivement, on va tout vous expliquer. En gros, il a déballé ses doutes dans le quotidien britannique The Guardian. Alors pourquoi cette sortie ? Pourquoi maintenant ? Alors que lui, de son côté, il est à la retraite, on le rappelle, Michael Phelps. Eh bien parce que le spectre du dopage rôde au-dessus des Jeux Olympiques à Paris et notamment au-dessus des épreuves de natation. Qui est visé ? C'est la délégation chinoise. La délégation chinoise, c'est 12 médailles en natation, dont 2 en or. Il y a Pan Zhanli qui a 20 ans, qui a détruit le record du monde du 100 mètres nage libre. Et c'est pas pour rien que les Chinois sont soupçonnés. Une affaire a secoué le monde de la natation juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc faut remonter jusqu'il y a un peu plus plusieurs années, donc 3 ans. C'était une enquête du New York Times et de la chaîne allemande de la télévision ARD. Et on va tout vous expliquer encore mieux que je ne le fais avec un spécialiste du sujet, Thierry Vildary. Bonjour. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup d'être avec nous parce que vous êtes en ce moment en train de suivre les épreuves de lutte pour être clair. Donc merci beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit derrière moi. Ouais, non, il y a pas de problème, c'est l'ambiance des Jeux. Vous êtes journaliste d'investigation au service des sports de France Télé. Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous a étonné cette sortie de Michael Phelps hier ? Non, c'est pas étonnant parce que sur ce sujet particulièrement, il y a une sorte de combat États-Unis-Chine avec l'Agence mondiale antidopage au milieu qui est enclenché depuis maintenant plusieurs semaines. Parce que vous savez, cette histoire dont vous parlez qui date de 2021, en fait, elle est sortie il y a un petit mois par la chaîne de télé allemande et le New York Times où on a appris que 23 nageurs chinois au début de l'année 2021 qui avaient été contrôlés positifs à un stimulant cardiaque avaient été blanchis par l'agence antidopage chinoise et que l'agence mondiale antidopage, elle, avait accepté les explications de contamination. C'est-à-dire de contamination ? Les Chinois avaient expliqué que lors de championnats nationaux, ces nageurs avaient séjourné dans un hôtel et qu'il y avait une contamination dans la cuisine. Ah oui, c'est la faute de l'hôtel. De triméthazidine, qui est un médicament cardiaque, et que donc il y avait une enquête des services secrets chinois pour prouver un mois après qu'il y avait encore de la triméthazidine dans cette même cuisine, ce qui paraît incroyable en plein confinement. Personne n'a pu aller vérifier sur place. Évidemment. Et l'Agence mondiale antidopage, qui avait le pouvoir de le faire, a décidé de ne pas faire appel de ce blanchiment des nageurs chinois devant le tribunal arbitral du sport, ce qui a mis en furie le camp américain, notamment l'agence américaine antidopage, en disant qu'il y avait de l'antidopage de vitesse. Voilà, la question qu'on se pose... Les grandes lignes de cette affaire. Elles sont très bien résumées. Thierry Vildary, journaliste d'investigation au service des sports de France Télé. La question qu'on se pose, c'est, voilà, il y a 12 médailles en natation pour la Chine, dont 2 en or. Est-ce que certains de ces médaillés sont concernés directement par cette affaire et ont été pris sur ce médicament dont vous parlez, ce médicament dopant? Alors, a priori cette année non, mais en 2021, sur les 23 nageurs chinois, et cette affaire, elle est difficilement, les explications sont difficilement crédibles. Sur les 23 nageurs, il y avait 6 médaillés à Tokyo qui avaient été concernés et qui avaient été blanchis par l'agence nationale chinoise. Ce qui jette une suspicion. Ce qui veut dire aussi qu'il y a 3 nouveaux sportifs, un nageur et notamment un cycliste chinois dont on vient d'apprendre toujours par l'ARD et le New York Times qu'ils ont été pris positifs cette année à un stéroïde et qu'encore une fois, l'agence chinoise a fourni des explications de contamination. Là, parce qu'ils seraient allés manger dans un restaurant à Pékin qui s'appelle le Blue Frog, où ils auraient mangé de la viande australienne contaminée à un anabolisant. Vous voyez, ça nous fait penser aussi à le pays de la contamination. Un peu comme Alberto Contador, notamment le cycliste. Exactement. Qui avait été pris pour clenbuterol et qui avait dit qu'il avait été contaminé. La question qu'on se pose, c'est que l'agence mondiale antidopage fait confiance aux enquêtes, en l'occurrence du ministère chinois, pour en gros justifier la contamination. Comment ça se passe ? Eh bien, un mois après que ces tests aient été déclarés positifs,
il y a une agence de police chinoise qui est en gros assez proche des services secrets, qui est allée faire des contrôles et qui a fait un rapport et qui a dit nous avons encore trouvé des traces dans cette cuisine de triméthazidine, de ce médicament. Or, on était en plein confinement, les cuisines sont désinfectées régulièrement et surtout ils n'ont pas fourni l'origine, savoir à qui appartenait ce médicament, comment ça a pu être se retrouver dans la cuisine, comment un médicament comme ça a pu contaminer l'ensemble de la cuisine et des plats, alors que c'est nécessaire normalement pour être blanchi, pour être éventuellement blanchi. Mais l'Agence mondiale antidopage, qui est vraiment pas à l'aise avec les autorités chinoises, puisque ce sont des gros subventionneurs, eh bien, a accepté ces explications, a décidé de ne pas faire appel, ce qui permettait de garder cette affaire secrète, parce que s'il y avait eu un appel, l'affaire aurait été révélée aux yeux du monde. Et ça aurait été évidemment très embêtant juste avant les Jeux de Tokyo. Alors on a entendu Michael. Encore une fois, juste avant les Jeux de Paris ici, puisqu'il y a 3 nouveaux cas qu'on vient d'apprendre. Ah, effectivement. On a entendu Michael Phelps s'élever donc à demi-mot, il est à la retraite. On a aussi entendu Adam Peaty, le nageur britannique, l'un des une légende de la natation. Est-ce qu'il y a une forme, est-ce que les nageurs en activité commencent à vouloir sortir? Camilla Lacour avait dit à propos de Sun Yang qu'il pissait violet. Est-ce que les nageurs commencent un peu à sortir d'une forme d'omerta par rapport aux nageurs chinois, sans vouloir jeter l'opprobre non plus sur tous les nageurs? Le premier à tirer a été un entraîneur australien après le record de Panzanley, en disant que pour lui c'était impossible à réaliser parce qu'on parle sur une distance très courte de 4/10 d'un coup retranché. Ouais, c'est quelque chose d'énorme. C'est bien au-delà encore du record du Usain Bolt sur 100 mètres pour donner un repère, quoi. Donc effectivement, la performance en elle-même pose question. Maintenant, tant qu'on n'a pas d'autres éléments que ça, on a des éléments de contexte sur ces affaires qui sortent petit à petit du côté chinois, qui jettent le trouble, pour ne pas dire le doute, sur l'ensemble du sport chinois, d'autant que les collègues allemands que je connais bien avaient dans leur document